Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, notre collaboratrice Catherine Stassin nous amène le bien-être numérique. À l'espresso et à l'espresso allongé, le sujet de Pierre, l'hypermnésie. Notre invitée en début de deuxième demi est Isabelle Paquette. Elle nous fait découvrir l'organisme Les Amis de la santé mentale. Tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. Bienvenue chez nous. Nous sommes Folie douce. Nous donnons la parole à ceux qui n'arrivent pas toujours à se faire entendre. J'accueille maintenant ma chroniqueuse. Bonjour Catherine. Bonjour Yvan. Catherine Stassin, alors chroniqueuse de Folie douce depuis quand même un certain temps. Tu nous amènes souvent des sujets intéressants et ça, c'est un sujet vraiment actuel dans le sens où on entend souvent parler qu'on est trop branché, les appareils électroniques, on appelait ça la laisse électronique à une certaine époque, d'avoir un cellulaire. Oui. Tu sais, les gens de notre travail pouvaient nous rejoindre à peu près à n'importe quel moment, le soir, la fin de semaine, tout ça. Ça devient une problématique. C'est beau la technologie, mais il y a comme un bémol à ce niveau-là. C'est de ça que tu vas nous parler en fait de tout ce sujet-là, le bien-être numérique et tout. Là. Oui. En fait, il y a une étude qui a révélé qu'on passait plus de 7 heures à être branché à Internet, que ce soit via notre cellulaire, tablette ou ordinateur. Par jour? Par jour. Ouais. 7 heures par jour. Tu fais bien de remarquer, de relever. C'est par jour. Et ça, c'est peut-être une moyenne. Ça veut dire qu'il y en a peut-être qui ont 15 heures, puis d'autres en font 2 heures. Là, oui, j'espère. Qu'il y en a qui en font 2 heures. Parce qu'on lisait les statistiques à un certain moment donné, le nombre de fois que les gens regardaient leur téléphone, c'était... Je pense par centaines, sinon par milliers. Oui, là, et puis journée. On se dit, dans le fond, c'est vrai, non pas moi, mais oui, quand on calcule peut-être, on parle à ce moment-là d'hyperconnectivité. Ouais. Et pourquoi on en parle un peu plus, et notamment aujourd'hui, c'est parce que ça peut causer des problèmes pour la société et pour notre bien-être aussi. Alors, en premier, on peut se soucier de cette hyperconnectivité quand on est au travail. Pourquoi? Parce que certains employeurs se sont habitués à ce que vous répondiez au courriel dans la minute, etc. Mais quand on a besoin de travailler sur un sujet, quel que soit le métier qu'on fasse, on n'est pas non-stop le nez sur la boîte aux lettres. Mais maintenant, quand on travaille sur l'ordinateur, on est prévenu par un bruit ou par Dieu sait quoi, un pop-up, qu'on a du courriel. Or, si on veut travailler, se concentrer et qu'on ne répond pas, il y a des gens qui peuvent nous renvoyer 2 courriels derrière, mais tu réponds pas, mais t'es où? Il y a des gens qui carrément vous voir. Bon, donc là, ça révèle quelque chose. Faut ça veut dire que ça. Déjà, faut ignorer tout. Pas toujours facile, mais oui. Je faisais toujours la blague. Moi, les gens qui revenaient de vacances après 2 semaines, disons, moi, je disais, tu flushes tous tes courriels. Tu recommences à zéro, tu passes pas tous tes courriels. Puis si c'est vraiment important, les gens vont te réécrire. Ah oui, mais puis je ne me rappelle pas l'avoir reçu. Enfin, en tout cas, ça pose des problèmes parce que l'employeur s'attend à ce que vous ayez un taux de réactivité incroyable. Et puis même pas votre employeur, vos collègues aussi, ou votre clientèle tout simplement. Ouais. Alors ça vous cause du stress. Ok, ça cause aux gens qui travaillent et qui doivent avoir cette réactivité très élevée, du stress, ou bien ce stress grandit, ou bien il peut être aussi, ou il peut être déclencheur dans le fond de problèmes qui étaient sous-jacents. Mm-hmm. D'accord? Donc on va faire attention à ça. Et aussi, le seul autre chiffre que je vais donner, c'est qu'en fait, et c'est véritable, vous pouvez être choqué, 99% des utilisateurs souffrent de nomophobie. Alors, c'est quoi la nomophobie? Bon, on entend phobie dedans, c'est-à-dire qu'on a peur. On a peur de quoi? On a peur d'être séparé de notre cellulaire. C'est ça la nomophobie. Oui, ça arrive souvent, ça. 99%, ça veut dire qu'on est dedans. Et régulièrement, les gens regardent souvent leur cellulaire quand il y a un temps mort, peu importe où, là, où est-ce qu'on est. Et dans les transports en commun, les gens ne font pas que regarder leur courriel, mais je pense que, bon, si cette étude révèle quand même 99%, c'est quand même quasi tout le monde qui fait ça. Et donc, on peut se poser des questions aussi. Il y a un syndrome d'ailleurs qui est apparu, qui s'appelle aussi, qu'on a nommé plus tôt, qui s'appelle le FOMO. Et le FOMO, c'est la peur de manquer de nouveau de l'objet en question, c'est Fear of Missing Out.
Donc, on a peur de rater un message important. Non, il n'y a pas des messages importants non-stop. Et il n'y a pas de nouvelles importantes. On va t'appeler s'il y a quelque chose de... Et il n'y a pas de nouvelles incroyablement fantastiques à chaque journée. Voilà, non plus, on va citer personne, mais il n'arrive pas à des drames, heureusement, tous les jours. C'est ça. Et donc, bon, tout ça, c'est des problèmes causés aux employés, aux gens normaux aussi dans la rue, le stress augmenté, etc. Et on peut se dire, mais dans le fond... Pourquoi est-ce qu'on agit comme ça? Pourquoi est-ce qu'on continue si on sait que c'est toxique? Même si on n'a pas lu cette étude, on sait quelque part c'est pas bon d'être branché non-stop, on le sent bien. On sent qu'on agace nos conjoints ou nos enfants ou des amis ou de la famille. Ça peut. Et à table au restaurant, j'en vois même des couples qui sont sur leur cellulaire tous les deux. Donc c'est quelque chose de toxique pour nous. Alors c'est pas qu'on manque de volonté uniquement non plus, hein. C'est pas qu'on est juste dans les habitudes, mais c'est qu'en fait, les gens qui fabriquent les applications qui nous rendent accros, parce que toutes les applis nous rendent pas accros, mais ces applications-là, sont des programmes faits pour vous rendre accros. Ils sont faits pour que vous reveniez, on vous donne des petits bonbons numériques, où on met des petits bruits agréables, on met des couleurs, on met des récompenses, comme je disais, des petits bonbons. Donc, c'est fait selon des règles de marketing assez modernes. Et puis aussi, au plus vous cliquez, au plus eux touchent de la publicité. Et de base, dans les téléphones, par exemple, en bon français, les settings sont faits pour accepter tous les alertes et tout ça. Alors, si on veut déjà faire une bonne action, c'est d'aller là-dedans puis d'éliminer les J'y arrivais. Ça, alertes, c'est comment on peut faire pour essayer d'avoir un bien-être numérique, d'accord? D'essayer d'un peu de baisser cette connectivité qu'on a dès qu'on sort du lit, en fait. Ouais. Donc, on va se donner des petits trucs, mais on va pas se mettre la marche trop haute. On va commencer tout simplement par se dire, tiens, si j'adoptais simplement de nouvelles habitudes numériques? Qu'est-ce que ça peut être, les nouvelles habitudes numériques? C'est simplement se dire qu'on va un peu reprendre le contrôle de sa consommation numérique et essayer d'éviter d'être surchargé d'alertes inutiles et distrait aussi par des sonneries, des petits pop-up, etc. Donc, on peut juste commencer par là. Comment est-ce qu'on fait concrètement? Déjà, pour avoir de son, en tout cas, ça dépend des gens, mais moi, personnellement, le son, je trouve que c'est envahissant. C'est ça. En général, on peut choisir, en effet, et son, sans son et effet aussi sur écran, etc. Oui, exactement. Ce qu'on peut commencer à faire, et ça, je dois dire, il faut être un petit peu stoïque et héroïque aussi, parce que moi, je ne l'ai pas fait personnellement, c'est mettre son écran cellulaire en noir et blanc. C'est beaucoup moins appétissant, je dois vous le dire. J'ai essayé un tout petit peu, mais c'est beaucoup moins appétissant. Bon, alors ça, c'est vraiment quelque chose de base. Tout le monde ne doit pas l'essayer, mais c'est comme vous voulez. Et ce dont tu parlais, la chose suivante, c'est aller choisir les notifications qui sont essentielles. Qu'est-ce qui est essentiel, dans le fond? Qu'est-ce qui est indispensable à notre bon fonctionnement au bureau et sur notre cellulaire? On va distinguer les choses. Et le cellulaire du bureau aussi. Ou auprès de la famille, tu sais, c'est quoi? Voilà. C'est le téléphone, mettons, la première façon de se communiquer, ou les courriels, ou peu importe. Voilà. Identifier qu'est-ce qui est important. Votre famille doit être au courant. C'est quoi la manière dont tu souhaites être prévenu? S'il y a quelque chose d'important. Est-ce que tu laisses ouvert, tes courriels, ou est-ce que tu laisses ouvert plutôt un appel téléphonique, etc. Donc là, l'idée, c'est de se choisir uniquement 2 applis. Où on va demander des notifications, uniquement 2. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, on peut aller plus loin si on veut, ça, chacun fait comme il veut. Mais si on peut commencer doucement par des saines habitudes, comme on dit, comme pour d'autres choses dans la vie, on commence doucement. Par exemple, le téléphone, le courriel ou le message texte, le téléphone. Chacun se fait sa petite mayonnaise maison, là, et puis il va dire, voilà, moi je vais réussir à faire, peut-être la semaine prochaine j'en ferai 2, mais là j'en fais 4, si on en a beaucoup plus que ça. D'accord ? Maintenant, il faut se dire qu'en dehors du travail, eh bien, on a droit aussi à déconnecter. En dehors du travail, quand on est en compagnie de sa famille ou de ses amis, on a le droit de déconnecter. C'est un terme qui revient maintenant de plus en plus dans le vocabulaire, dans la presse, parce que cette hyperconnectivité, elle nous épuise, elle nous fatigue, au bureau et à la maison.
Il y a des gens à l'époque, tu sais, à l'époque des BlackBerry, là, où c'était les premiers qui étaient connectés. Quand ils partaient en vacances, ils allaient à un endroit où il n'y avait pas de connexion. Tu sais, pour être sûr de ne pas être dérangé, ils disaient, ben, je peux pas répondre. Je suis vraiment à l'extérieur des zones de réseau et tout. Là. C'était la seule façon qu'ils trouvaient de déconnecter, mais ça devrait pas être comme ça. Là. On imagine difficilement ça maintenant. Mais justement, aujourd'hui, j'ai vu donc un membre de ma famille m'a envoyé, était en visite dans un petit village. Et à l'entrée du café, il y avait mis « Ici, on se parle, il n'y a quand on est à table, pas de connexion Wi-Fi ». Il avait mis ça en grand à l'entrée. J'ai trouvé ça assez sympathique. On a survécu à ça, on a connu ça. Oui, mais bon, il y a des générations qui sont nées dedans, donc ils ont plus difficile. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai encore à dire? C'est que cette déconnexion, évidemment, elle a été rendue d'autant plus difficile pendant la période post-pandémie et qu'on vit encore maintenant. C'est-à-dire qu'on a mélangé travail, famille, à la maison, on a fait tout en même temps. Et ça rend difficile. Il n'y a plus cet espace de transport en commun ou vélo ou voiture où on change, où on décompresse en fait. Ça effectue la transition entre le travail et notre vie, c'est un peu ça. Là, bien qu'il y ait des gens sur leur véhicule, ils continuent à faire toutes sortes. Mais je veux dire, on peut profiter de cet espace pour se déconnecter aussi. Ça peut être juste son choix, dire moi je commence par ça, juste me déconnecter dans les moments où je vais ou je reviens du travail. Bon, ça c'est une chose. Oui. Et non, je disais peut-être un employeur aussi, c'est une bonne chose de mettre les choses claires pour les employés et pour les employeurs de dire prendre des mesures, puis je pense que ça va être bon pour tout le monde de dire après une certaine heure, c'est beau, envoyez plus de courriel, là, on va recommencer le lendemain matin, par exemple. Ça s'en vient totalement, et ça s'en vient par où? C'est-à-dire qu'au Canada, la première loi au droit à la déconnexion au travail, ça a été voté par l'Ontario, la province de l'Ontario. Donc c'est la seule province qui a une loi sur le droit à la déconnexion pour les employés. D'accord? Donc c'est inévitable que ça va arriver chez nous, au Québec, et je pense que tout le monde peut en profiter, mais on peut déjà soi-même y réfléchir. Et ce qui est intéressant à dire ici, c'est pas être contre la technologie, mais c'est redonner à la technologie sa place. C'est-à-dire que c'est quoi ces tablettes, cellulaires, ordinateurs? C'est un outil de communication. L'outil de communication, son rôle, c'est de nous communiquer des choses importantes, moins importantes et pas importantes aussi. Et c'est important, ça a été utile pendant la pandémie, entre autres. S'il n'y avait pas eu ça, on aurait moins bien fonctionné. On aurait été malheureux encore plus. Oui, puis on aurait moins fonctionné au niveau du travail, fait que ça a permis de... Certainement. Ça a permis de ne pas tout perdre, en fait. Ça a un peu sauvé la mise, je crois, là. Sinon, on aurait peut-être dû tous aller au travail, je crois. Mais aujourd'hui, qu'on est un peu sorti, je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse, qu'on fasse des... Je pense qu'il y a des choix à faire si on veut rester en bonne santé mentale et qu'on veut garder sa famille, ses relations en bonne santé aussi saines, en fait. Et donc, en fait, il faut simplement se dire que quand on reprend le contrôle sur ces données numériques, c'est simplement prendre le contrôle sur son propre temps. Donc, on fait profiter notre bien-être, on fait augmenter notre bien-être. Donc, on peut le voir de cette manière positive. C'est pas se priver de quelque chose, mais c'est reprendre le contrôle sur notre temps, nous octroyer, dans le fond, du temps qui nous manque. Quand on va au lit, on se dit, mince, la journée a passé, qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai pas eu le temps de faire un tas de trucs que je voulais. Mais si on éliminait un tout petit peu il faut qu'on s'organise mieux là-dessus, il faut qu'on organise mieux notre relation. Arrêter quelques notifications et puis au travail aussi, savoir dire, écoute, si vraiment il y a une urgence, tu sais où me trouver physiquement, mais je ne vais pas être toutes les 3 minutes à regarder mes courriels parce que j'ai du travail, j'ai de la rédaction à faire, j'ai des choses, je suis en réunion, et en réunion, je donne l'attention à mes collègues, je ne suis pas sur mon cellulaire. En terminant, il reste quelques secondes, mais j'avais déjà vu dans une auto-réponse de courriel qui disait « Je prends mes courriels ». Par exemple, à midi et à 16h. Donc, ça avertissait les gens qui lui envoyaient de ne pas s'attendre à une réponse. C'est peut-être un truc aussi. Là. Excellent aussi. Et voilà, et pour nous aussi, parce que je pense que de toute façon, ça n'est pas profitable. Merci beaucoup, Catherine. Et les références sont sur notre site antenne.qc.ca au niveau de la déconnexion. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Yvon. Nous sommes bien présents sur Facebook. Cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Folie Douce, une communauté, une radio. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Salut, ton sujet aujourd'hui à l'Espresso, l'hypermnésie. Oui, l'hypermnésie. Et c'est un mot auquel on n'est pas habitué. C'est un problème de la mémoire et c'est un problème qui semble être un cadeau de la nature, mais en fait, on va voir au cours de l'article que c'est
quelque chose dont on pourrait très bien se passer. C'est Ah. plus une nuisance Donc, qu'autre chose. un cadeau empoisonné, peut-être, on pourrait appeler ça. Oui, oui. Alors, c'est d'après un article que j'ai pris sur Internet qui s'intitule « L'hypermnésie, une forme de mémoire vertigineuse et envahissante ». J'ai pris ça sur le site santémagazine.fr et c'est écrit par une dame du nom de Manon Durand, qui est journaliste. Alors, cette Madame Durand nous dit « L'hypermnésie fait parfois des envieux. Pourtant, cette condition n'a pas que des avantages au quotidien. Concrètement, les personnes hypermnésiques enregistrent involontairement de nombreux souvenirs. Elles sont par exemple capables de se souvenir de la date précise d'un crash d'avion ou d'une décision politique sans le moindre effort. Une situation qui s'avère vite oppressante. Quelles peuvent être les conséquences de ce trouble? Peut-on le prendre en charge? Voici les réponses du professeur Mathieu Secaldi, qui est neurologue et enseignant à la Faculté des sciences médicales et paramédicales de Marseille. Toi, est-ce que ça te plairait, Yvan, de te rappeler de tout ce que tu as vécu dans ta vie? Ben, des fois, c'est intéressant d'être capable de mettre une date souvenir, mais pas nécessairement de tout, mais des fois, ça peut être intéressant de le savoir. Là, on dirait que c'est comme si le cerveau était comme un ordinateur qui se débarrasse de données dont elle n'a pas besoin. Oui, puis enregistre, dans le fond, certaines données avec les dates, particulièrement. Peuvent être utiles, oui. Ouais. Alors, comment fonctionne la mémoire? La mémoire désigne notre capacité à enregistrer, à traiter, stocker et récupérer des informations en lien avec nos expériences passées. Elle relève d'un processus complexe qui implique plusieurs parties du cerveau et permet à chacun de se souvenir des événements, des personnes, des lieux et des choses qu'elle a vues ou vécues par le passé. Elle nous permet d'apprendre, de raisonner pour mieux nous adapter à notre environnement. On distingue plusieurs types de mémoire qui peuvent être classés en fonction de leur fonction ou de leur durée. Il y en a 5. Premièrement, il y a la mémoire de travail ou mémoire du présent, la mémoire courte, celle qui permet de manipuler et de retenir des informations pendant la réalisation d'une tâche ou d'une activité. On pourrait appeler ça peut-être la mémoire vive. Oui, ou la mémoire à court terme, peut-être. Oui. Il y a aussi la mémoire épisodique, celle qui permet à une personne de se souvenir d'événements précis de sa vie personnelle, comme des moments heureux ou des moments difficiles. Ensuite, il y a la mémoire sémantique, celle qui permet à une personne de retenir des informations générales ou abstraites, comme des faits, des connaissances ou des concepts. Ensuite, il y a la mémoire procédurale, celle qui permet à une personne de retenir des automatismes, comme la marche, la conduite ou la parole. Et finalement, il y a la mémoire perceptive, celle qui s'appuie sur nos sens et permet de retenir des images ou des bruits sans s'en rendre compte. C'est notamment cette mémoire qui nous permet de retenir des visages, des voix, des lieux, etc. Maintenant. Quand même incroyable la mémoire, comment ça peut emmagasiner c'est incroyable, pareil. Ah oui, à part les connaissances de base, mais tous ces souvenirs-là. Oui, on en a encore beaucoup à apprendre sur le cerveau. Ouais. Maintenant, par définition, qu'est-ce qu'une personne hypermnésique? L'hypermnésie est une pathologie de la mémoire extrêmement rare, indique le professeur Secaldi. Elle aurait été décrite pour la première fois au 19e siècle. Les personnes hypermnésiques sont dotées d'une mémoire exceptionnelle. Elles sont capables de se souvenir de détails extrêmement précis et de les retenir sans difficulté sur une période beaucoup plus longue que la normale. Les patients concernés sont en fait en proie à un dysfonctionnement de la hiérarchisation des informations. Et c'est pas facile à dire. Oui, effectivement. Veux-tu un petit soda avec ça, Pierre? Ça va aller. Certains médecins parlent d'exaltation de la mémoire, qui emmagasine beaucoup trop d'informations non indispensables. Un point essentiel à retenir, les hypermnésiques ne choisissent pas les souvenirs qu'ils emmagasinent. Ils ne parviennent pas non plus à les réfréner lorsqu'ils surgissent. C'est donc involontaire. Ouais. La mémoire est souvent autobiographique et les éléments surviennent à la manière de flash, sans avoir été sollicités, nous précise le professeur Secaldi. Le contraire de l'hypermnésie, c'est l'amnésie, c'est-à-dire l'incapacité à se souvenir de choses qui ont été lues, vues ou ressenties auparavant. Elle peut être causée par une maladie, une blessure ou un événement traumatique et entraîner une perte partielle
ou totale de la mémoire. Dans les années 2000, Jill Price, une trentenaire américaine, est devenue l'une des premières personnes atteintes d'hyperthymésie à avoir fait l'objet d'une étude clinique approfondie et de publications scientifiques. Surnommée la femme qui ne peut pas oublier, elle a longtemps collaboré avec James McGaugh, responsable du laboratoire de neurosciences de l'Université de Californie. L'hypermnésie émotionnelle tardive ou syndrome de stress post-traumatique désigne, comme son nom l'indique, un traumatisme ancré qui hante les patients. La scène traumatisante ressurgit de façon intempestive et assaille les 10 patients qui ont l'impression de la revivre en direct. Elle peut être liée à toutes sortes d'événements violents, comme des attentats, les guerres, les séquestrations, agressions sexuelles, etc. Mais je veux m'arrêter ici, Yvan. C'est intéressant, à date, ça ne m'a pas l'air si souffrant, mais on verra la suite justement à l'espresso allongé, l'hypermnésie. À venir dans l'émission, notre invitée est Isabelle Paquette. Elle nous présente l'organisme Amis de la santé mentale. À l'espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet, l'hypermnésie. Vous voulez échanger avec nous? Vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie Douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. De retour au micro à Folie Douce. Qui se donne le mandat d'aller plus loin en révélant le vrai visage de la santé mentale? Je m'entretiens maintenant avec mon invité Isabelle Paquette. Bonjour Madame Paquette et bienvenue à Folie Douce. Bonjour, merci beaucoup. Vous êtes directrice générale de l'organisme Amis de la santé mentale. On veut apprendre à connaître cet organisme. Je ne crois pas que dans l'histoire de Folie Douce, on n'ait jamais interviewé quelqu'un de l'organisme. Pourtant, c'est un organisme qui existe depuis longtemps. J'aimerais ça que vous me parliez un peu de l'historique, en fait, de l'organisme Amis de la santé. Vous me disiez, je pense que ça fait quand même plus de 40 ans même que ça existe. Oui, c'est ça exactement. Alors, ça fait 42 ans maintenant. En fait, nous, on est un organisme à but non lucratif qui soutient l'entourage d'une personne qui vit avec un trouble de santé mentale. Donc, on leur offre du soutien psychosocial, de l'information et des formations. Alors, donc, c'est ça, c'est depuis 1981, en fait, là, qu'on œuvre en vue d'améliorer la qualité des services là, pour notre communauté. C'est pour ça que ça s'appelle Amis de la santé mentale. Dans le fond, vous vous occupez de gens qui sont amis. L'entourage, c'est un peu ça. On est amis souvent d'une personne qui a des problématiques, là. Oui, c'est ça exactement. Donc, c'est les amis, la famille et tout ça. C'est vraiment l'entourage de la personne qui vit avec le trouble de santé mentale. Oui. Vous êtes donc directrice quand même depuis quelques mois seulement à l'organisme, mais vous avez quand même œuvré dans le milieu communautaire. J'aimerais ça que vous me parliez un petit peu de vous, en fait, pour mieux vous connaître, là. Oui, certainement. Alors, moi, en fait, ça fait plus de 15 ans que je travaille dans le milieu communautaire. Alors, avant d'arriver aux Amis de la santé mentale, je travaillais pour un organisme en périnatalité. Alors, j'ai fait un changement là, récemment. Ça fait 7-8 mois environ là, que j'ai commencé avec les Amis de la santé mentale. Donc, je connais bien les organismes communautaires, mais c'est quand même nouveau pour moi de travailler en santé mentale. Et les Amis de la santé mentale est situé où à Montréal? Alors, on couvre toute la région de l'ouest de l'île de Montréal. Est-ce que c'est une réalité différente? Ça, on sait déjà que souvent, on parle d'organismes des fois qui sont accessibles par métro, alors que l'ouest de l'île, les gens se déplacent soit par autobus, par auto. Est-ce que la réalité est différente à cause de ça, entre autres, à cause de un peu de la différence de lieu, là? Premièrement, on a une réalité de langue. Alors, on est vraiment un organisme bilingue complètement. Et puis, on offre tous nos services, soit en personne ou bien en visioconférence. Alors, les gens ont le choix. Je pense que les gens qui habitent dans l'ouest de l'île, sont habitués de se déplacer. On a quand même un bon
service d'autobus et puis ils sont habitués de se déplacer ou bien ils ont une voiture. Et puis s'ils préfèrent, ben tout peut être fait en ligne aussi. Oui, ça c'est pratique aussi avec la pandémie. Je pense que ça a fait développer cette facette-là. Là. Beaucoup de gens s'en sont rendus compte qu'il y avait des outils technologiques. Puis en fait, c'était négatif la pandémie, mais pour ce point-là, je pense que ça a aidé beaucoup d'organismes, entre autres. Là. Oui, exactement. Ben nous aussi, là, comme plusieurs organismes, c'est depuis la pandémie là, qu'il a fallu rapidement changer toutes nos façons de faire pour mettre tout en ligne. Alors avant ça, ben tous nos services étaient pas mal en personne, les groupes de soutien, les formations, tout ça, c'était en personne. Et puis depuis, ben on a encore beaucoup de groupes de soutien, formations, cours, tout ça qui se donne en ligne. Je pense que plusieurs personnes apprécient beaucoup là, le service en ligne maintenant et puis sont devenus habitués à ça. Alors, on a continué dans ce volet-là. Oui, ça fait quelques mois que vous y êtes, mais est-ce que vous êtes un peu au courant de l'historique de plus de 40 ans? Pourquoi, à l'époque, on avait fondé cet organisme-là? Parce qu'on ne parlait pas tant de l'entourage à l'époque. Tu sais, vous êtes quand même un organisme assez... pas révolutionnaire, mais je pense qu'il n'y en avait pas tant là, si on remonte dans les années 80. Alors, savez-vous un peu pourquoi ça avait été mis de l'avant? Est-ce qu'il y avait une volonté des gens du milieu pour créer un organisme comme ça pour une raison X? Oui, en fait, c'est en 1981 que ces deux mères de famille qui se sont rencontrées pour planifier la création d'un groupe de soutien. Alors, dans ce temps-là, c'était plus pour créer un groupe de soutien pour les parents et amis des personnes qui vivent avec un trouble de santé mentale. Là. Alors, c'était justement là pour remédier au manque de soutien et puis de services de ce temps-là dans l'ouest de l'île. Alors, les services qui étaient soit inadéquats ou bien inexistants. Et puis, pendant de nombreuses années, là, l'organisme était dirigé par des parents bénévoles qui se rencontraient autour d'une table de cuisine pour s'entraider, se soutenir. Oui. Si on regarde le portrait type de l'horaire, en fait, de l'organisme, comment vous pourriez nous définir ça? Vous parliez des groupes de soutien, ça, mais quels sont, mettons, vos services? Puis comment ça se présente dans une semaine? Est-ce que vous avez comme un horaire qui est fixe, qui revient à chaque semaine? Ouais? Oui, en fait, un des services, un service principal qu'on offre, c'est du counseling. Alors, chez nous, on a 4 conseillers qui offrent des sessions de counseling. Ces sessions-là peuvent être données individuellement ou bien en famille. Alors, c'est principalement ça. Les gens peuvent venir à nos bureaux ou bien avoir leur session de counseling en ligne. Et il se passe quoi? Il se passe quoi dans une session de counseling? Comment on peut l'expliquer aux gens? Quand les gens communiquent avec nous, c'est ça, on va les mettre en contact avec un de nos conseillers qui va ensuite là, essayer d'évaluer la situation, de voir leurs besoins, tout ça, puis ils vont les rencontrer. Alors, normalement, on leur offre environ 10 séances de counseling, et puis ça peut être un peu plus long, là, selon les besoins. Pendant ces séances-là, les personnes qui viennent nous voir vont pouvoir discuter, parler de ce qui se passe. On peut les aider en leur donnant différentes stratégies et tout ça là, pour la vie à la maison avec leur être cher qui vit avec un trouble de santé mentale. Parce que l'entourage, on le dit, ça aide beaucoup le rétablissement d'une personne. Quand les gens s'impliquent, c'est de l'ouvrage, c'est des efforts, mais c'est payant finalement à long terme. Là. Oui, à long terme, absolument, là, ça les aide beaucoup, les personnes, là, premièrement, à être sensibilisées, à mieux connaître le trouble de santé mentale en particulier, de leurs proches, et puis ensuite de ça, là, de bien connaître là, les différentes stratégies, les façons là, qui peuvent gérer ça, gérer ce qui se passe à la maison. Oui, nous sommes en compagnie avec Isabelle Paquette, directrice générale de Amis de la santé mentale. Est-ce que, Mme Paquette, vous diriez que la santé mentale quand même a évolué, mais est-ce que ça reste encore tabou? J'ai même entendu certaines histoires, spécialement dans l'ouest de l'île, où certaines municipalités étaient moins ouvertes à toutes sortes d'organismes qui s'implantent, par exemple, dans des municipalités, ces choses-là. Comment vous pourriez nous décrire la situation? Est-ce que vous trouvez que c'est encore très tabou et qu'il y a encore beaucoup de choses à changer au niveau de la santé mentale? Oui, c'est sûr que c'est encore tabou, là, par exemple, auprès de... Bon, il y a peut-être certaines générations pour qui c'est encore tabou. Et
et puis auprès de certaines communautés culturelles aussi. Là. Alors, on essaye de travailler ça. On a un programme pour les communautés culturelles. On essaye d'aller les rejoindre et tout. Mais au niveau des municipalités et tout, là, je dirais qu'on a des très bons partenaires et puis notre organisme est très apprécié partout dans l'ouest de l'île. Ça s'améliore donc, parce que j'avais entendu des histoires il y a plusieurs années où il y avait certaines municipalités étaient plus ouvertes, par exemple, à installer des logements spécialement dédiés, par exemple, à des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, ces choses-là. Il y avait comme il y avait une certaine pas une animosité, mais en tout cas, il y avait quelque chose à modifier et à améliorer, mais en tout cas, tant mieux si ça s'améliore. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, oui, absolument. Les gens viennent vers nous chercher des services et puis on voit vraiment que ça les aide et puis apprécient beaucoup. En tant que, justement, organisme bilingue, vous parlez tantôt un peu de la nature, l'Ami de la santé mentale, qui est aussi, que le nom en anglais, donc qui s'adresse aux gens, parce que, évidemment, dans l'ouest de l'île, il y a aussi plus d'anglophones qu'ailleurs, peut-être. Mais quel est le défi de le gérer? Est-ce que vous devez systématiquement doubler, disons, les services pour qu'ils soient toujours en français, en anglais, ou comment ça fonctionne au quotidien? Bien, tous nos conseillers sont parfaitement bilingues, alors on peut offrir nos services dans une ou l'autre langue sans problème. Et puis, plusieurs de nos groupes soutiens sont bilingues, alors on les offre bilingues. Les personnes qui se présentent peuvent parler en français ou en anglais comme ils veulent, on va leur répondre dans leur langue. Je pense que dans l'ouest de l'île, la majorité des personnes sont habituées à ça, et puis plusieurs personnes comprennent les deux langues, mais on va s'adapter toujours. Et puis ensuite, bien, pour les cours qu'on donne, ça, à chaque session, parfois on le donne en français, on le donne en anglais, on alterne, et puis ça fonctionne très bien. Là, surtout le fait que tous nos employés sont parfaitement bilingues, c'est très facile. Dans l'horaire type d'une semaine, est-ce qu'il y a aussi des activités plus ludiques? Est-ce qu'il y a des activités, je ne sais pas, de bouffe ou pour rassembler justement les proches, pour apprendre d'une autre façon, pour faire des contacts? Est-ce qu'il y a d'autres choses dans votre horaire qui est plus ludique, qu'on pourrait dire, là? Oui, récemment, on a commencé à offrir des ateliers de pleine conscience. Alors, ça a été bien apprécié là, de nos membres. Pour l'instant, on les a donnés en ligne, mais on pense peut-être possiblement le faire en personne aussi. Là. Alors ça a été très apprécié. Ça a été une série d'ateliers où ils ont pu apprendre sur la pleine conscience et puis discuter entre eux et tout ça. Là, ça a été une bonne façon de leur offrir un moment de répit. Ça apporte des alternatives à ce qu'on peut, parce que c'est un peu ça le rétablissement. On a des fois la médication, on a l'entourage, on a la psychothérapie, mais on peut avoir aussi des activités qui vont donner confiance aux gens. C'est bien d'ajouter ça, là. Ah oui, absolument. Et puis on a aussi nos groupes de soutien là où les personnes peuvent aller discuter, partager, rencontrer d'autres personnes qui vivent les mêmes choses qu'eux, ventiler, puis tout ça. Oui. Madame Paquette, il nous reste environ 2 minutes. Je voudrais savoir, vous êtes relativement nouvellement arrivée comme directrice générale, mais comment vous voyez l'avenir de la ressource? Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous avez sans dévoiler nécessairement tout ce que vous voulez faire, mais comment vous voyez le futur des Amis de la santé mentale? Oui, bien c'est sûr qu'on a une demande grandissante à chaque année. Alors, c'est sûr qu'on veut continuer de développer nos services et puis d'avoir plus d'offres de cours et tout ça. Là, on est présentement en train de travailler à améliorer certains de nos cours, à créer des nouveaux cours aussi. Et puis, on devrait prochainement développer un nouveau volet sur la santé mentale périnatale. Alors, tout ce qui est, disons, par exemple, dépression postpartum et tout ça, là, afin de pouvoir aller soutenir le proche, donc la conjointe de la personne qui vit avec la dépression postpartum. Oui, puis votre historique, en fait, de votre expérience va aider aussi. Là. Vous parlez tantôt, vous aviez quand même œuvré à ce niveau-là. Hein? Oui, exactement. Alors, c'est un peu pour ça là, que je suis arrivée avec cette idée-là, là, parce que ça me permet de combiner les deux. Là. Alors, puis c'est quelque chose de tellement important pour les nouveaux parents qui, bien souvent, ça peut être très difficile là, de vivre
ce changement-là dans leur vie. Oui, exactement. Puis c'est pas si connu. Tu sais, on en parle un peu, mais ça touche beaucoup de gens. Puis c'est intéressant à s'y intéresser. Il reste quelques secondes. J'aimerais qu'on mentionne, je pense que la meilleure façon, c'est est-ce que vous êtes présente un peu partout comme organisme des réseaux sociaux, mais peut-être votre site web, c'est le meilleur endroit pour en savoir plus sur les Amis de la santé mentale? Oui, certainement. Alors, notre site web, l'adresse qui est asmfmh.org, donc les lettres pour Amis Santé Mentale, Friends Mental Health.org, qui est notre site Internet où vous pouvez trouver toutes les informations. Bien, je vous remercie beaucoup, Mme Isabelle Paquette, donc directrice générale des Amis de la santé mentale, d'avoir été à Folie Douce. Puis bonne continuation, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, merci à vous. Au revoir. Au revoir. Ici Marjolaine et Justine du projet Sors de ma tête. Vous écoutez l'émission Folie Douce. Nous poursuivons au micro avec l'espresso allongé et le sujet l'hypermnésie, Pierre, que tu as entamé plus tôt dans l'émission. Oui, je m'en rappelle. Oui, tu t'en rappelles, c'est ça. Ouais, on parle de mémoire. Ça. Je ne suis pas amnésique encore. Non. Alors, moi, c'est un article qui s'appelle « L'hypermnésie, une forme de mémoire vertigineuse et envahissante ». J'ai pris ça sur le site internet santémagazine.fr et c'est écrit par Mme Manon Durand, qui est journaliste. Ça semble être un plus à date. Ça semble être... certaines personnes peuvent avoir ça, mais en même temps, ça leur donne peut-être une capacité d'avoir des souvenirs que d'autres n'ont pas. Là. Oui, mais tu vas voir un peu plus loin que c'est plus une nuisance qu'autre chose. Okay. En fait, c'est une mémoire qu'on ne réussit pas à contrôler. À contrôler, c'est peut-être ça le problème. En fait, c'est ça. Ouais. Alors, je poursuis ma lecture. On nous dit, on considère que certaines personnes atteintes d'un trouble du spectre autistique ont des capacités hypermnésiques. Ils ont la capacité de mémoriser de façon très précise et de restituer la quasi-intégralité d'un livre qu'ils ont lu ou d'un lieu qu'ils ont visité, nous dit le professeur Secaldi. Toutefois, cette condition n'est pas courante chez les personnes autistes et ne fait pas partie des critères diagnostiques de l'autisme. Maintenant, quelles sont les causes de cette mémoire totale? Les chercheurs estiment que l'hypermnésique est lié à un dysfonctionnement entre la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. La mémoire tampon, qui devrait normalement s'effacer, migre dans la zone de la mémoire à long terme pour une raison encore inconnue. Une récente étude relayée en 2021 par le blog Réalité biomédicale du Monde s'est penchée sur le cas d'un octogénaire italien hypermnésique. Elle révèle que l'IRM de son cerveau ne montrait aucune anomalie. Le cerveau n'avait pas une taille particulière et aucune de ces zones n'était plus grande que la normale. Dans le cas d'un autre homme documenté en 2018, l'IRM avait toutefois détecté une connectivité plus importante que la normale entre l'hippocampe gauche et plusieurs régions corticales gauches. Mais cela pourrait être la conséquence et non la cause de l'hypermnésie. Les recherches se poursuivent donc. Par ailleurs, plusieurs troubles neurologiques et mentaux pourraient être en lien avec cette particularité amnésique, dont la dyslexie, les troubles obsessionnels compulsifs qu'on appelle les TOC, les troubles de l'attention avec hyperactivité, soit les TDAH, ou les troubles du spectre autistique. Il n'existe pas vraiment de test pouvant diagnostiquer l'hypermnésie. Les personnes concernées peuvent se remémoriser des périodes lointaines de leur vie remontant à la petite enfance. Ces souvenirs sont principalement visuels, mais parfois sonores, olfactifs, tactiles, avec des souvenirs de sensations qui leur sont parfois associés. Elles sont également très douées pour retenir des informations comme les dates, les noms, les visages, les événements, etc. Les personnes souffrant d'hyperthymésie présentent souvent en parallèle des symptômes de troubles obsessionnels compulsifs, soit les fameux TOC. Qu'ils soient ou non en proie à un stress post-traumatique, ils peuvent aussi manifester une agressivité, des signes d'angoisse et de dépression, une paranoïa, des addictions, des cauchemars à répétition, etc. L'hypermnésie ne peut pas être considérée comme un don. Au contraire, elle peut devenir très handicapante, voire paralysante. Dans certains cas, elle devient même un problème d'ordre psychopathologique caractérisé par une anxiété et une angoisse permanente, note le professeur Secaldi. Donc, un véritable fardeau. Effectivement. Paradoxalement, ces personnes sont tellement envahies par leurs souvenirs qu'elles peuvent être moins bonnes
sur le plan cognitif, Mhm. c'est-à-dire sur le côté conscient. Autrement dit, les personnes hypermnésiques n'auront pas forcément plus de facilité à retenir une liste de courses. Donc, c'est plus des souvenirs lointains, finalement. Ouais. Il est impossible de devenir hypermnésique. En revanche, vous pouvez tout à fait améliorer vos capacités de mémorisation. La mémoire peut être entraînée et ainsi augmentée. Les cas d'hypermnésie autobiographique sont extrêmement rares, rappelle le neurologue, et aucune étude n'a encore été conduite à ce sujet. Il n'existe pas de traitement spécifique et la prise en charge se fait au cas par cas, selon l'impact de ce trouble sur la vie des patients. Les personnes en proie à une anxiété paralysante ou à un syndrome dépressif peuvent bénéficier d'une prise en charge psychologique. Parallèlement, elles peuvent aussi envisager un traitement à base de médicaments pour diminuer l'anxiété ou les aider à mieux dormir. Finalement, on nous dit, par ailleurs, dans le cas d'une hypermnésie émotionnelle, la prise en charge inclut des techniques dont l'objectif étant d'aider les patients à accepter les événements traumatisants qu'ils ont vécus et non à les oublier. Ouais. Ce qui fait du sens parce que finalement, on ne peut jamais oublier les choses complètement, surtout les choses traumatisantes, mais comme disent les spécialistes, on peut tourner la page. Ben, c'est surtout, comme tu dis aussi, ça peut devenir embêtant quand les gens n'ont pas de contrôle, puis ça arrive, ça devient même angoissant. Oui. C'est le fun d'avoir des souvenirs. Souvent, on a des souvenirs, puis on a des choses assez précises, oui. Mais on les contrôle un petit peu ou on réfléchit à ça. Donc, Et remarque qu'il y a toujours quelque chose d'incontrôlable dans la mémoire, même chez les gens normaux. Ouais. Ça nous arrive tous à un moment donné de... Je sais pas moi, on vit un événement spécial, puis oups, la mémoire nous rappelle d'autres choses qui peuvent être désagréables aussi. Oui, aussi, ou agréables. Mm-hmm. Des fois, c'est un événement nous rappelle un autre, effectivement. Des fois, on n'a pas vraiment de contrôle pour ça. On n'est pas encore des ordinateurs. Peux-tu rappeler peut-être le titre de l'article si les gens voudraient aller le lire? On va le mettre aussi sur notre site web, mais renommer peut-être qu'est-ce que c'est? Oui, ça s'appelle « L'hypermnésie, une forme de mémoire vertigineuse et envahissante ». C'est sur le site santémagazine.fr et c'est écrit par Mme Manon Durand, qui est journaliste. Parfait. Ben, merci beaucoup, Pierre, pour ce sujet. L'hypermnésie à Folie Douce. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Avant de terminer ce rendez-vous de Folie Douce, Pierre, merci beaucoup pour ton travail en régie ainsi que pour tes blocs Espresso. Ben, bienvenue, mon cher. Tu nous as parlé de l'hypermnésie. Notre collaboratrice en début d'émission, Catherine Stassin, nous a parlé du bien-être numérique. Notre invitée en début de deuxième demi était Isabelle Paquette. Elle nous a fait mieux connaître l'organisme Les Amis de la santé mentale. C'était donc Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.